Maybe that we spent a lot of you, because we have feedbacks at the end of the year. Beaucoup d'entre vous, je vais repasser en français, ont toujours apprécié ces interventions. Et bon, il y a eu des discussions autour de l'été, autour de l'AI, autour des buzz un peu de marketing social. Mais pour nous, il est l'ADN de Ondam, il est l'ADN et un regard expert toujours exceptionnel sur l'AI. Bienvenue à Luc Julia. Alors on va accueillir sur scène Majda, et puis on va faire une petite différence cette année parce que Luc nous a beaucoup parlé d'initiatives autour de l'AI. C'est quoi l'AI? Est-ce que l'AI est intelligente ou pas? Il nous parlera de son dernier livre également. Mais on s'est dit, ça serait peut-être bien finalement un petit peu de stamper un peu nos éditeurs qui nous montrent beaucoup de choses, mais finalement, est-ce que les choses, does it work? Et donc le plaisir d'accueillir sur scène Stéphanie de chez Binder et puis Arnaud de ePhoto, avec deux éditeurs avec une approche un peu différente mais très intéressante. Bonjour, merci d'être restés pour assister à cette conférence. Merci à tous les trois. Vos micros marchent aussi. Donc une conférence sur les assets à l'épreuve de l'IA. Effectivement, l'IA révolutionne beaucoup les stratégies de contenu. L'essor de l'IA générative fait exploser les volumes de contenu à une échelle inédite. Les entreprises doivent encore mieux aujourd'hui à la fois structurer et valoriser leurs assets de façon cohérente pour les faire rayonner dans les écosystèmes omnicanaux. Et c'est là que l'IA rentre en jeu, les écosystèmes omnicanaux de leurs clients, bien entendu. C'est là que l'IA rentre en jeu avec sa promesse de mettre à disposition des organisations, des marques, des acteurs publics aussi, on en parlera, des référentiels médias encore plus intelligents. Le potentiel est tel que les analystes estiment que le marché du DAM pèsera près de 6 milliards de dollars à fin 2025. Nous étions à 3,4 en 2020 et il prévoit aussi une croissance encore plus forte à horizon 2030, à savoir 12 milliards de dollars. Quelle opportunité ouvre cette nouvelle ère? Comment ces IA peuvent-elles renforcer la valeur du patrimoine digital des marques? C'est ce que nous allons voir tous les trois pendant une petite demi-heure. Alors, Luc, je démarre avec vous. On voit bien que l'IA s'immisce dans l'ensemble des processus liés aux assets. L'IA fait changer de façon fondamentale la manière dont on crée les assets, dont on les valorise. Qu'est-ce qui a changé concrètement et quels sont les risques encourus pour les organisations? Bonjour. Bonjour. Alors, moi, je vais faire attention au vocabulaire. Oui. D'accord. C'est-à-dire que vous avez dit, on voit que les IA créent les assets. Alors déjà, je vais dire non. Oui. Les IA ne créent rien du tout. Les IA génèrent les assets. Et c'est nous qui créons. Donc, ce que ça a changé avec les designers, par exemple, dans notre compagnie, c'est que ils vont pas forcément plus vite dans la génération ou dans leur création d'assets, mais la qualité est meilleure. Donc, ce qu'on voit, en fait, c'est qu'ils vont utiliser ces outils, parce que les IA ne sont que des outils, ils vont utiliser les outils de manière à ce que leur créativité soit en fait exacerbée. C'est-à-dire que ça explose. Et quelques-uns m'ont dit, ils avaient très peur, hein, pour commencer, les créatifs, ils avaient très très peur. Mais après avoir eu entre les mains ces outils, ils m'ont dit, mais finalement, c'est exactement comme Photoshop il y a 35 ans. Pour les plus vieux d'entre eux, hein, parce que
Et donc, je leur ai dit, ouais, c'est exactement la même chose. Les ronds sont plus ronds, les ombres sont plus ombres, etc., etc. Et ils ont dit, mais aussi ce qui est bien, c'est que maintenant, quand je crée, j'ai un dialogue avec cette IA et je peux, en temps réel, modifier le truc et je vois sous mes yeux le truc se modifier. Et je peux avoir des trucs de débiles, hein. Par exemple, il y en a qui se sont amusés au début à faire des sièges avec des poils verts. Bon, ils se sont aperçus que les sièges avec des poils verts, ça ne servait à rien, mais ils ont essayé. Et donc ils ont joué avec, ils ont vu que le truc faisait effectivement des sièges avec des poils verts. Parce qu'ils avaient demandé des sièges avec des poils verts, les IA génèrent ce qu'on leur demande. Et donc le changement, il est plus dans la créativité, en fait, de ces créatifs. Et pour moi, c'est plutôt une bonne nouvelle, en fait. Par contre, évidemment, il y a toute une face cachée ou embêtante qui est que les IA, en fonction de ce qu'elles sont et ce qu'elles ont dévoré comme données, elles sont plus ou moins légales, on va dire. Et donc ça, c'est le problème est plus au niveau de ce que ces IA ont ingéré que ce que ces IA vont digérer. On creusera un peu plus. Stéphanie, pour Binder, comment vous observez... Ah, pas de micro. Vous observez effectivement auprès des marques que vous accompagnez à travers le DAM, entre autres, aussi des transformations. Qu'est-ce que ça a changé? Qu'est-ce que l'IA change concrètement dans les assets, dans l'appréhension qu'ils ont de leurs assets? Oui, c'est une très bonne question. Et c'est ce qui est intéressant déjà, le constat qu'on fait aujourd'hui, c'est que l'IA est partout dans le cycle de vie des assets. Il est là dans la création, dans la transformation, dans la distribution, dans la gouvernance. Donc en fait, elle est là, elle est présente. Et donc la question, c'est plutôt comment faire avec? Comment est-ce qu'on va l'utiliser? Parce que c'est un outil, finalement, pour justement toutes les questions d'optimisation et surtout, où est-ce qu'on en est? Parce que je pense qu'il y a une grande différence entre le niveau de maturité des entreprises, des secteurs qui utilisent ces IA. Et il y a tout un travail à faire avant de se plonger sur concrètement les fonctionnalités, ce genre de choses. C'est vraiment réfléchir pourquoi j'en ai besoin, comment elle va me servir, et à partir de là, comment est-ce qu'on va la configurer. Mais c'est vrai qu'il y a 2-3 ans, on était sur scène ensemble avec Arnaud, il y avait toujours les questions de cette peur, en fait. Aujourd'hui, on n'en est plus là. Alors, il y a des questions, bien sûr, mais le fait que l'IA soit présente, c'est un fait indéniable. Et c'est plutôt comment est-ce qu'on va l'utiliser, en fait. Et ça a un gros impact aussi sur la manière d'aborder les questions des assets et du DAM, notamment. OK. Arnaud, donc vous, effectivement, vous êtes à la fois sur du DAM de marque, mais aussi et beaucoup sur du DAM patrimonial pour les acteurs publics. Est-ce que vous partagez, est-ce que les acteurs publics ont la même maturité que ce qui a été dit par à la fois Luc et Stéphanie? Alors, déjà, bonjour à tous. Tout à fait. Alors, oui, je pense à la même maturité. Alors, en tout cas, pour répondre à la première question, est-ce que les IA, les IA commencent à s'immiscer? Je pense qu'elles font plus que s'immiscer. Elles changent notre approche de l'outil informatique, ça c'est sûr. Alors, les IA posent aussi des questions éthiques, mais comme toutes les révolutions ou évolutions technologiques, les sociétés s'adaptent et s'adapteront et trouveront des solutions aux questions qui se posent. Dans le cas du DAM, et ce qui nous touche particulièrement, le DAM patrimonial, dans le cas du DAM, c'est une vraie opportunité. Une opportunité, ça fait 20 ans que je travaille dans le domaine du DAM. C'est la plus grosse opportunité que j'ai pu voir, car elle va permettre, pour une fois, d'une part, de baisser certaines barrières d'adoption au DAM, notamment autour de l'indexation, et on va pouvoir enfin véritablement aider les iconographes, les documentalistes, à pouvoir absorber l'ensemble des masses de médias qui leur arrivent. Donc, ce que l'on appelle le paradoxe de l'abondance. Le paradoxe de l'abondance, c'est ça. C'est-à-dire que l'IA, finalement, arrive au point nommé pour pouvoir répondre à toutes ces problématiques.
Alors je reviens vers vous, Luc, effectivement, et c'est ce que vous disiez en introduction, les IA recomposent l'existant, elles ne créent pas. Comment est-ce que finalement, alors, on peut préserver la valeur des assets et leur authenticité? Alors l'authenticité, c'est compliqué, hein, mais la réalité aussi, c'est que ces IA trichent, dans le sens où elles ne vont jamais, absolument jamais, recomposer exactement quelque chose qui est l'inspiration. Si vous demandez à une IA de vous sortir la Joconde, elle ne vous sortira pas tout à fait la Joconde. Ça sera il y aura un petit truc différent. Donc l'authenticité, ça ne peut pas être comme le truc duquel elle va s'inspirer. Par contre, le problème, c'est que ça peut ressembler beaucoup. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'il y a des ayants droit qui sont pas contents, parce qu'effectivement, ça ressemble un peu trop à ça. Alors, c'est différent entre les images, les textes, le son, enfin, en fonction du média, en fonction du médium, ça va différer, parce que les textes peuvent ressortir en entier, dans le sens où les extraits peuvent ressortir en entier. Des images, c'est des extraits aussi, mais sur une image entière, ça fait qu'il y a quelques petites différences. Donc, c'est super compliqué de savoir si c'est original ou pas. Parce que il y a des techniques maintenant, hein, en faisant du watermarking et tout ça, pour savoir si on va retrouver ces watermarkings à travers les IA. Mais bon, c'est aujourd'hui à peu près impossible de savoir si on a quelque chose qui a été inspiré ou pas de quelque chose, enfin, d'un truc original. Et il y a un problème qui est que, de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est une course aussi. C'est-à-dire que si on a des outils qui nous permettent de regarder si le machin est un machin original, enfin, ou qui a été copié ou trop copié, cet outil va être obsolète relativement rapidement parce qu'on va faire une autre IA qui va contrecarrer cet outil. Donc, c'est un peu comme la cybersécurité, hein, cette chose-là. Si quelqu'un vous dit que la cybersécurité marche, il s'appelle Pinocchio, c'est pas vrai. Donc c'est pareil pour les IA. Ça va être très très compliqué d'assurer qu'un truc n'est pas très inspiré, on va dire, de quelque chose. Donc, bonne chance. On l'apprend. Stéphanie, alors effectivement, on a parlé d'abondance de contenu et de ce paradoxe. Aujourd'hui, les DAM, les référentiels qui contiennent justement tous ces assets protéiformes, comment est-ce qu'ils doivent évoluer? Comment est-ce qu'ils ont évolué pour justement répondre à cette exigence d'aller travailler le contenu différemment? Qu'est-ce qui a changé dans le Digital Asset Management de Binder, par exemple? Alors, je pense que effectivement, ce que disait Monsieur Julia, c'est un risque, mais c'est aussi une formidable opportunité pour les marques, par exemple, d'aller plus loin et vraiment de pouvoir garantir tout ce qui est gouvernance, cohérence d'image de marque. On a par exemple des agents IA qui vont pouvoir aller scanner le web à la recherche justement d'assets qui seraient non conformes. Ou alors par exemple des assets qui ne répondraient pas à certaines normes dans l'industrie pharmaceutique typiquement. C'est des choses qui sont très concrètes et qui sont vraiment formidables. C'est des choses qu'on n'avait pas il y a un an et encore. Donc encore une fois, il y a cette dualité comme on disait, crainte, risque, mais aussi vraiment opportunité, comme disait Arnaud. Et aujourd'hui, ces IA vont aussi, ces agents vont permettre, par exemple, un cas d'exemple très concret, ça va être l'enregistrement des assets. Ça va être fait de manière automatisée, on va pouvoir créer des taxonomies directement. On va pouvoir demander à l'IA de générer des titres, par exemple, aux assets. On va pouvoir demander générer des descriptions. Et toutes ces informations, donc c'est de la data, du coup, qu'on va récupérer, et qui, du coup, va pouvoir aussi communiquer
avec les autres systèmes avec lesquels ils sont connectés, par exemple avec des PIM, des CMS, des plateformes e-commerce, encore pour pouvoir créer cet écosystème digital complètement cohérent et dans lequel ces enregistrements, justement, vont pouvoir nous permettre d'aller plus loin aussi dans la performance, par exemple du marketing, de créer des campagnes d'A/B testing. Enfin, il y a énormément de choses qui en découlent et qui sont hyper excitantes en fait pour nous en tant que provider de DAM. C'est vraiment une énorme opportunité. Et dans les DAM patrimoniaux, c'est effectivement aussi les mêmes exigences et les mêmes innovations? Alors, c'est différent. J'aimerais rebondir quelques mots sur ce qu'a dit Luc. Et puis, en lien avec ce que tu viens de dire. Pour notre part, en fait, nous nous concentrons à valoriser les médias de nos clients. Déjà, il y a eu des études, des grandes agences de marketing se sont intéressées pour voir s'il y avait le même engouement, le même engagement vis-à-vis des visuels IA que de véritables photos. Et ils se sont aperçus qu'en fait, en réalité, il y a beaucoup plus de rétention, d'engagement dans les véritables photos avec de vraies personnes. Et que l'œil humain s'adapte, en réalité, à chaque génération d'IA. Et comme ça marche pour les effets spéciaux, c'est pareil. L'IA, l'œil, même inconsciemment, commence à voir les imperfections ou le manque d'imperfection, en réalité, et passe à autre chose. Et en réalité, sur une véritable photo humaine, on a beaucoup plus d'attachement inconsciente. Donc pour notre part, effectivement, on préfère valoriser le fond de nos clients. Il y a quand même cette problématique d'abondance et d'historique. Et donc c'est comment retrouver, comment valoriser l'ensemble de ces fonds. Et donc nous sommes passés depuis 3 ans, nous avons travaillé très dur sur plusieurs étapes. Donc on a d'abord constitué un laboratoire de recherche public-privé avec donc un Labcom, avec 4 partenaires, donc le CNRS, l'ANR, l'Agence nationale de la recherche, l'Université de Poitiers et notre équipe. Et on a d'abord travaillé sur la partie vraiment scientifique. Donc publication, l'équipe est constituée de doctorants et d'ingénieurs d'études. Et puis après cette étape, depuis 1 an, on a constitué une équipe interne, donc pour l'intégration en réalité et pour la suite logique de la partie scientifique. Et pendant ces 3 années, on a avancé étape par étape. Donc la première étape, on a d'abord travaillé sur tous les modèles de traitement et de vision qui pouvaient être intégrés et intéressants dans le cas du DAM. Donc la similarité, l'OCR, les sous-titres, la traduction, etc. Donc ce qu'on peut appeler les IA de service. Et ensuite, on s'est attelé aux LLM, les fameux modèles larges, les fameux LLM donc, dont on parle tant, donc, comme Mistral. On se les a appropriés, donc notamment, je pense qu'on a beaucoup travaillé avec le LLM de Mistral, et on a compris leurs forces et leurs faiblesses. Donc dans leurs forces, par exemple, ils sont capables de traduire, de parler toutes les langues, donc un grand nombre de langues. Et on a également on est par contre leur faiblesse, c'est qu'elles ne connaissent pas votre histoire. Elles ne connaissent pas qui vous êtes. Elles ne connaissent pas l'histoire de votre marque, votre langage documentaire, votre langage expert. Et donc on s'est concentré à comment faire travailler les modèles larges avec des modèles patrimoniaux sur lesquels on a travaillé pendant plus de 3 ans. Et alors, est-ce qu'on peut parler de retour sur investissement, de ROI? Qu'est-ce qu'on suit concrètement? Justement, oui, je vous laisse la parole, pardon. Alors, ce qui était très important, pour continuer donc, par rapport au ROI, si vous prenez simplement une indexation générée par l'IA, comme elle ne connaît pas, elle va voir un bateau, elle va voir une mer, elle va voir un fleuve, elle ne sait pas ce que c'est, elle décrit comme un enfant décrirait une image. Et par contre, si vous y associez des modèles patrimoniaux, donc modèles experts, qui ont appris le langage documentaire, qui ont appris tout le fond existant, et que vous arrivez à les faire s'associer, à communiquer ensemble, c'est là que la magie opère. Et donc le ROI, c'est une évidence. Si vous déposez 100 photos sur Ifodam et que vous vous faites assister par l'indexation IA, dont elle remplit votre fiche descriptive, et en connaissant votre métier, connaissant votre fond, c'est là que la magie opère. Et vraiment, et puis c'est là que ça fait véritablement évoluer le métier d'iconographe. Là où l'iconographe travaillait par lot, en réalité maintenant il va indexer réellement photo par photo. Enfin, l'IA va indexer photo par photo automatiquement et lui va pouvoir relire et apporter des compléments de l'attention. Et donc l'IA va apprendre, apprentissage actif, et la boucle est bouclée. Et donc pour revenir au ROI, c'est une évidence. Vous indexez, assisté par l'IA, vous indexez 200 photos. Tout de suite, vous comprenez que votre métier change et que votre approche et le temps que vous passez à chaque photo
est complètement revu. Même point de vue, Stéphanie? Oui, je reviens tout à fait je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Arnaud. Le ROI est évident. Il se mesure, se calcule de différentes façons, d'accord. Ça peut être des choses très pragmatiques, comme un exemple tout simple. Donc aujourd'hui, on a plus de 1000 clients qui ont adopté l'AI Search, donc la recherche d'IA intégrée à la recherche au sein du DAM. Et alors, on a sorti un chiffre, mais qui vient de quelque part. Donc, en gros, en moyenne, les économies d'échelle sont de 400 000 euros par an. Comment est-ce qu'on calcule ça? C'est différentes choses. Et en fait, c'est lié à tous les avantages que l'on ressort, en fait, finalement, de l'intégration de l'IA dans le DAM. Donc, ça va d'abord être la facilité de recherche, d'accord? Ça, c'est un premier point. L'IA va faciliter la recherche d'assets. Du coup, on va passer moins de temps sur ce genre de tâches-là. Ce qui va en découler, c'est aussi qu'on va pouvoir réutiliser, revaloriser le contenu existant, ce qui va faire qu'on va du coup réutiliser ce contenu, mais aussi pas aller acheter du nouveau contenu ou en recréer. Donc ça, c'est un gain de temps aussi, d'efficacité en moyenne de 33%. Et donc ceci mis à bout aussi avec toutes les tâches administratives qu'on va effectuer lors de l'indexation d'assets, le temps passé pour l'intégrer au DAM, tout ça mis bout à bout avec le taux horaire, etc. On arrive à ce type de chiffres. Concrètement, chez nos clients, on a par exemple notre client Outly. Ce qui est intéressant, c'est que depuis qu'ils ont intégré l'IA, ils ont vu que les utilisateurs, l'utilisation du DAM a augmenté de 107%. Donc c'est énorme. Et rien que ça, on se dit ça vaut le coup. Ou par exemple, un exemple très concret, c'est le client Syngenta qui utilise l'IA pour tout ce qui est traduction de vidéos, localisation. Auparavant, ça mettait entre 2 et 5 semaines pour traduire une vidéo, sachant qu'il opère sur 80 marchés. Et aujourd'hui, on est en 2 à 5 heures. Donc c'est énorme. Voilà, donc très concret. On a parlé beaucoup de tech, effectivement, et quand on parle de tech, on est obligé de se poser la question de qu'est-ce que ça change d'un point de vue vis-à-vis de l'humain, en matière de gouvernance aussi. Luc, Julia, quel est votre point de vue? Déjà, je vais rebondir un tout petit peu sur ce qui a été dit. Surtout ce qu'a dit Arnaud, ce qui est important, c'est que l'humain est toujours là. D'accord? Donc, les tâches changent. Ça, c'est clair, et c'est plutôt bien parce que c'est les tâches plutôt un peu répétitives et rébarbatives qu'on va pouvoir passer à l'IA. Et par contre, les additions qui sont les additions de la compétence de l'humain, de la vraie compétence, de sa vraie compétence et de son vrai métier, va lui permettre de rajouter des choses à ces images ou à ces assets qui vont être intéressants. Donc ça, c'est super important de ne pas oublier que l'humain est toujours là. Il faut faire un tout petit peu attention quand on fait, et ça c'est plutôt... pour Stéphanie, quand on fait de l'indexation automatique, il y a quand même des erreurs. Donc, elles ne sont pas négligeables. C'est très, très difficile. Et ça dépend, encore une fois, du type d'asset. Mais c'est très difficile de donner un taux d'erreur. Mais il y a des erreurs. Et donc, si on donne trop de liberté à l'IA, en quelque sorte, on risque de se retrouver... avec des choses qui sont beaucoup plus mauvaises que ce qu'on faisait avant. En général, c'est un gain de qualité. Il y a des gains de productivité, mais en général, c'est un gain de qualité, mais pas toujours. Donc, les technologies marchent globalement, mais il faut quand même faire un tout petit peu attention. Et puis, ça va dépendre, encore une fois, beaucoup du type d'asset, du type d'IA qu'on utilise. Et plus l'IA va être spécialisée, évidemment, plus elle va être bonne et correcte dans la façon dont elle va faire des trucs. Je voulais dire une autre chose mais je ne m'en rappelle plus là tout de suite, mais c'était en réaction aussi à ce qui a été dit sur je ne sais plus ce que c'était la productivité, je crois, mais je ne m'en rappelle plus. Donc je vais passer. Et votre question, c'était sur la gouvernance. La gouvernance. Donc ça veut dire quoi la gouvernance dans ce cas-là? Alors, ce que j'entends par là, effectivement, c'est... On a beaucoup, comme je disais, parlé de tech, d'IA et de digital asset management qui se transforme avec l'IA. Comment est-ce qu'aujourd'hui, quel est le parti pris ou la position des décideurs pour accompagner leurs équipes dans l'utilisation de façon éclairée d'outils accélérés, augmentés, enrichis par l'IA? Mais ça dépend.
Ça dépend des gens. Il y en a qui sont plus ou moins... je vois plein de compagnies qui utilisent évidemment ces IA. Des fois, c'est du top-down. Donc, les dirigeants sont effectivement... ils ont un peu trop envie des fois, parce qu'on leur raconte n'importe quoi aussi. Et ils entendent des choses qui ne sont pas vraies. Et ils ont l'impression que c'est magique. Mais bon, ceux qui comprennent, ils vont au moins être corrects par rapport aux demandes qu'ils vont faire. Mais on voit quand même aussi pas mal de grassroots, donc des choses qui viennent des gens qui veulent utiliser l'IA, qui est aussi un problème potentiellement parce que on peut faire ce qui s'appelle du ghost IT, où l'IT ne voudrait pas qu'on utilise ça parce que c'est potentiellement dangereux pour partager des choses qu'on ne veut pas partager, etc. Donc, encore une fois, c'est toujours pareil. Il y a du bon et du mauvais. Et dans la gouvernance, évidemment, plus les gens sont éclairés, mieux c'est. Mais ils ne sont pas forcément éclairés. Oui, Arnaud. Alors, tout à fait, j'aimerais réagir. Enfin, moi, en tout cas, je note pas de changement, même... par exemple, il y avait cette idée, est-ce que les iconographes vont pouvoir être remplacés ou quoi que ce soit? Il n'y a rien de tout ça en réalité qui s'est... Nous, ce n'est pas ce qu'on observe dans les jeux de test. On a un ensemble de panels de clients qui se sont portés volontaires pour tester. Ce qu'on observe, c'est qu'en réalité, comme je l'ai dit, il faut bien repartir de l'idée. Donc, on a le fameux modèle large qui est capable de remplir la fiche descriptive et les fameux modèles, un par client, satellite, qui a appris du langage documentaire, du savoir de chaque client. Et donc, les deux fonctionnent et cohabitent. Et donc, quand la fiche descriptive, qu'est-ce que fait l'iconographe? En réalité, il vérifie les indexations. Et en réalité, il est beaucoup plus pointilleux qu'il ne l'aurait été avant. Avant, il indexait en masse parce qu'il fallait aller vite. Et donc, même du stress. Et maintenant, en fait, il est aidé, donc il stresse moins. Et il rentre dans le détail, mais beaucoup plus dans le détail qu'il ne rentrait avant. Et comme l'IA apprend, en fait, c'est une boucle. Mais l'IA ne peut pas faire sans l'iconographe. Bah oui. Moi, je n'y crois pas. Simplement, ça voudrait dire quoi, que l'IA apprend que de la donnée synthétique? Mais elle va très vite commencer à dériver et halluciner, quoi. Donc, c'est pas possible. Et donc, l'iconographe, reste. Et pour la gouvernance, ça change. C'est une autre manière de travailler, mais ça ne change. Et c'est plutôt des iconographes augmentés en réalité. Je suis l'heure sur ta montre. Et effectivement, il nous reste 3 minutes et j'ai une question. Encore 2 questions. Une pour Luc Julia, effectivement, on avait parlé quand on avait préparé cet échange de coûts invisibles liés à l'IA. Est-ce que vous pouvez davantage développer ce point-là et donner votre point de vue pour aller chercher des IA plus frugales? Oui, le coût invisible n'est pas vraiment invisible, parce que déjà, ça coûte cher, tout court, donc en argent, et on s'en rend compte, surtout quand on utilise ces IA un peu plus génériques et qui vous proposent des choses mirobolantes. Il y a un coût environnemental qui est absolument énorme, donc on comprend tous le coût qui est associé à l'électricité et à ce qui se passe dans les data centers, ça on l'a compris depuis longtemps. On a moins compris le coût qui est associé à une autre source qui est l'eau. L'eau est utilisée dans les data centers pour refroidir et on utilise de l'eau, on gâche de l'eau en fait quand on utilise à outrance ces outils. Et effectivement, ça c'est quand on va utiliser les outils un peu génériques, les grosses IA on va dire, les gros LLM. Mais plus on va spécialiser et plus on va faire des trucs qui sont potentiellement aussi locaux, évidemment, là, on va se retrouver avec des IA qui sont beaucoup plus frugales et qu'on va pouvoir contrôler beaucoup plus. On va contrôler le coût, on va contrôler l'électricité, on va contrôler l'eau, parce que potentiellement, il n'y a même pas d'eau du tout quand c'est complètement local. Donc, c'est encore une fois de l'éducation. Il faut comprendre comment ça marche pour pouvoir prendre des décisions correctes. Et de toute façon, à la fin, la pertinence des IA, et c'est encore une fois ce qu'on a dit un peu là, c'est que plus elles vont être spécialisées, plus elles vont être pertinentes, et plus c'est celle-là qu'il faut utiliser. Dernière question, justement, et pour tous les deux, comment on peut choisir entre la performance et la technologie, la performance technologique, et la rapidité, ou la souveraineté et l'offre de services sur mesure? C'est quelque part un peu ce qui vous différencie tous les deux. Stéphanie? C'est pas une question facile. En revanche, je pense qu'il faut... Ces IA répondent aux deux.
en fait, la manière dont je le vois. C'est qu'à la fois, ces IA vont permettre d'augmenter la performance, la productivité dans tout ce qu'on a déjà raconté. Donc ça, c'est sûr. Mais en revanche, du fait qu'il y ait en fait cette intervention humaine, ce contrôle, ce paramétrage, ça va au contraire permettre de garantir la sécurité, de faire en sorte que ce soit bien cohérent, qu'il n'y ait pas de risque de sortir des assets qui ne devraient pas être sur certains marchés. Donc, encore une fois, je pense que c'est un travail d'équilibriste à regarder, mais pour moi, ce n'est pas forcément antinomique. Et je pense que, heureusement, l'implication, comme je disais, jusque depuis le début aussi de l'humain, va pouvoir renforcer et pouvoir contrôler et nous permettre de les utiliser à bon escient pour ces deux cas d'usage. Et Arnaud ? Alors, pour ma part, en tout cas, pour notre part, déjà nous sommes donc un acteur historique français, à capitaux français, et donc concernant la souveraineté, l'erreur en tout cas, c'est d'utiliser des API externes. Voilà, surtout pas. Et en tout cas, nous, on a préféré prendre le temps. On a travaillé pendant plusieurs années avec les universités. On a intégré le savoir. Et donc, donc l'idée, j'en reviens, c'est l'idée des modèles experts, les modèles patrimoniaux, un modèle par client. Ce sont des tout petits modèles, donc ils consomment rien. Enfin, ils tournent en CPU, enfin, c'est rien. Mais ils ont tout le savoir, ils ont emmagasiné tout le savoir du client, au maximum qu'on pouvait, en tout cas, qui nous était accessible. Et on utilise le LLM, mais uniquement pour générer la fiche descriptive, pour écrire, en fait, tout simplement. Donc, d'un côté, il y en a un qui parle français ou anglais, et l'autre qui a le lexique. Et donc, c'est le mixage entre les deux qui fonctionne. Et on s'est aperçu, nous, on diminuait grandement les temps d'indexation, parce qu'en fait, on contextualisait énormément. En fait, le lexique donnait tout le contexte existant sur les objets qui étaient visibles, il donnait le contexte et en réalité ça réduisait énormément. Donc, j'ai envie de dire, en tant que PME, à notre échelle en tout cas, il fallait qu'on arrive à réduire parce que nous n'avons pas les moyens d'un OpenAI ou d'un Mistral. Donc il fallait qu'on arrive à réduire, mais tout fonctionne finalement en interne sur notre infrastructure SaaS et on n'a pas besoin de faire aucune API et c'est local et c'est intégré à la solution. Alors je vois Frédéric qui s'est levé, donc a priori on a dépassé de 2-3 minutes. On arrive au terme de la discussion. C'est surtout pour Luc, parce que Luc doit partir. Et en plus, on a une petite surprise, c'est qu'on a une petite signature du dernier livre. Peut-être éventuellement en parler 15 secondes pour nos visiteurs. Ouais, le dernier livre, justement, il s'appelle IA générative, pas créative, justement pour bien expliquer que les deux mots sont très différents et que l'humain est toujours dans la boucle et que, comme je disais tout à l'heure, notre créativité est exacerbée quand on utilise ces IA. Et il faut bien comprendre ça et il faut bien comprendre que les IA ne créent rien, n'inventent rien, n'innovent pas. C'est nous qui le faisons. Donc, c'est l'histoire du bouquin. Et vous avez récidivé, parce qu'en 2019, les IA n'existent pas déjà. Oui, bien sûr. Les IA n'existaient pas, ça voulait dire que c'était pas magique. Et là, il y a le sous-titre qui dit que l'IA n'existe toujours pas. Ouais. Eh bien, place à une séance effectivement de dédicace à côté du bar. Oui, c'est bien ça. C'est peut-être que tu veux nous en parler, Malika, juste de la dédicace. Oui, alors on remercie beaucoup Luc de nous avoir fourni effectivement les livres que nous vous offrons dans le cadre de cette ONDAM pour toujours cette sensibilisation et cette découverte de l'IAGEN. On est bien d'accord qu'il ne crée pas, qu'il génère bêtement ce qu'on lui demande de générer. Donc on se retrouve au bar. On se retrouve au bar pour la dédicace faite par Luc jusqu'à 13h. Donc je vous invite, suivons Luc.